Le youtubeur Captain Crankshaft a décidé d'acheter une BMW M5 Competition, modèle 2019, qui avait subi un choc frontal très violent, détruisant complètement la face avant. Il a décidé de l'acheter et de la réparer afin de l'obtenir à un prix inférieur à celui du marché de l'occasion, mais uniquement pour lui. Avant de commencer ce long et intense parcours de réparation, n'oublie pas de t'abonner ici à la chaîne. L'Allemand a acheté la voiture lors d'une vente aux enchères Copart. Son prix neuf dépasse les 100 000 $ et sur le marché de l'occasion, elle peut atteindre jusqu'à 600 000 $. Bien sûr, il l'a payée beaucoup moins cher car elle avait été impliquée dans un accident très grave. Il a d'ailleurs eu énormément de mal à la faire entrer dans le garage, puisqu'ils ont dû la remorquer car elle ne roulait absolument pas. La voiture a une très belle couleur et est équipée d'un échappement sportif sans silencieux, ce qui est vraiment impressionnant. Elle comporte également de nombreuses pièces en fibre de carbone, notamment au niveau du pare-choc arrière. Le choc à l'avant était toutefois bien plus violent que ce qui apparaissait sur les photos. La face avant est littéralement détruite, une grande partie de l'avant est tordue, le capot ou l'aile est manquant, le radiateur a reculé d'environ 30 cm par rapport à sa position normale et la barre de crash a subi des dommages légers, ce qui laisse espérer que la majorité de l'impact s'est produite au-dessus de cette barre. L'habitacle intérieur est en excellent état et très propre. L'avantage, et en même temps l'inconvénient, est que les airbags se sont déclenchés. Un avantage, car ils ont assuré une protection importante du conducteur, mais un inconvénient car le coût de leur remplacement sera très élevé. L'airbag du conducteur, situé dans le volant, ainsi que celui au niveau des genoux et les airbags de pavillon se sont tous déclenchés. Le seul qui ne s'est pas ouvert est l'airbag du tableau de bord du passager avant, et cela parce que personne n'était assis à cette place. C'est considéré comme le plus grand avantage dans ce cas, car s'il s'était déclenché, il aurait été obligé de remplacer tout le tableau de bord et pas seulement les airbags. À ce moment-là, l'opération serait devenue extrêmement complexe, avec un effort bien plus important, sans parler bien sûr des coûts supplémentaires. Lorsque les airbags se déclenchent, un élément appelé fusible pyrotechnique se coupe, ce qui interrompt toute l'alimentation électrique de la voiture par mesure de sécurité. Cela empêche le moteur de démarrer et il était même impossible de desserrer le frein à main. C'est pour cette raison qu'ils ont dû la tirer de force, car le frein à main était comme bloqué. Il n'y avait aucune photo du moteur dans l'annonce de vente, ce qui représentait leur plus grande source d'inquiétude. Un moteur neuf pour la M coûte environ 20 000 $, soit pratiquement le prix de la voiture qu'il a achetée. Le capot était coincé et refusait totalement de s'ouvrir. Ils ont donc décidé d'agir autrement. Puisqu'il allait de toute façon le remplacer, ils l'ont découpé, et une fois cela fait, le capot s'est enfin ouvert. À première vue, l'état visuel du moteur indiquait qu'il était en bon état, car il est fixé assez loin vers l'arrière, à l'intérieur du compartiment moteur. Cette voiture utilise une configuration haute vie, ce qui signifie que l'échappement et les turbocompresseurs sont placés en haut, au centre du V du moteur, ce qui permet de protéger fortement de nombreux composants essentiels. Après avoir déplacé le radiateur vers l'arrière, afin de voir plus clairement le reste des éléments, ils ont découvert la plus grosse catastrophe. Le boîtier papillon et le collecteur d'admission d'air étaient tous les deux cassés. Le boîtier papillon est l'élément qui contrôle la quantité d'air entrant dans le moteur, tandis que le collecteur d'admission distribue l'air provenant du boîtier papillon vers chaque cylindre du moteur. Cette pièce est fabriquée en plastique et à cause du choc, elle s'est cassée et n'est plus correctement fixée à sa place. Cela signifie que l'air comprimé n'atteindra jamais le moteur. Son remplacement sera un véritable casse-tête, car il se trouve dans un emplacement difficile d'accès. Il n'y avait aucun dommage évident ou catastrophique au moteur lui-même. Tous les dégâts concernaient les accessoires externes du moteur ainsi que la partie avant de la structure du châssis. En ce qui concerne le moteur, au niveau de ses composants internes, il est intact et ne présente aucun problème. La prochaine étape consiste à s'assurer que le châssis de la voiture est en bon état et qu'il n'est pas déformé, ainsi que de vérifier les éléments structurels qui maintiennent le radiateur. Si l'un de ces éléments s'avère être tordu, ils seront contraints de sortir le moteur afin de pouvoir tout remettre correctement en place. Ils ont fait entrer la voiture à l'intérieur et ont retiré complètement le capot. Ensuite, ils l'ont soulevé sur un pont élévateur afin d'examiner pour la première fois les dommages au sous-châssis par le dessous. A alors commencé le long processus de démontage de dizaines de vis pour retirer les protections inférieures et le pare-choc avant. Le démontage était évidemment difficile car toutes les pièces étaient comme soudées entre elles à cause de la violence de l'impact.
Ils ont retiré le pare-choc totalement détruit, puis ont commencé à démonter la barre de crash, qui représente la partie la plus compliquée du démontage, car ces vis sont serrées avec une force énorme. Ils ont également dû enlever le phare encore intact afin de pouvoir accéder aux vis du côté opposé. Il s'agissait en plus d'un phare adaptatif, donc très coûteux. Une fois la barre de crash retirée, la zone structurelle endommagée est apparue. La plus grande crainte était que le porte-amortisseur, strut ou le support d'amortisseur se soit déplacé de sa position, car cela aurait impliqué des travaux de soudure et de redressage structurel extrêmement complexes. Ce support est la pièce qui fixe l'amortisseur au châssis par le haut. Cependant, à l'inspection visuelle et aux premières mesures, les éléments structurels principaux étaient très proches des côtes d'usine, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de dégâts majeurs. Tous les dommages se concentraient sur la partie avant, qui peut être découpée et remplacée par une nouvelle section soudée. Ils ont ensuite découvert quelque chose d'étrange sous la voiture. Une biellette de stabilisation, Sway Bar Link, était cassée, avec de nombreuses rayures sur plusieurs de ces éléments. Cette pièce est une petite liaison qui relie le bras de suspension à l'amortisseur ou un autre élément du système de suspension. Le rôle de la biellette de barre stabilisatrice est de réduire le roulis de la voiture dans les virages. Lorsqu'elle est cassée, elle provoque des bruits de claquement et de cognement sous la voiture, surtout lors du passage sur un dos d'âne ou une route irrégulière. Ce dommage ne provenait pas de l'accident lui-même, mais était le résultat d'une mauvaise utilisation du chariot élévateur à fourche lors du déplacement de la voiture depuis le parc de la vente aux enchères, ce qui a endommagé la barre stabilisatrice ainsi que les bas de caisse. Le lendemain, toute la journée a été consacrée au démontage du système de refroidissement du moteur. Sur ce modèle, il y a plusieurs radiateurs et tous étaient endommagés. Ils ont donc démonté le radiateur principal ainsi que le condenseur de climatisation, des éléments qui nécessitent une manipulation très prudente car ils contiennent des liquides et des gaz. Le plus difficile a été le démontage du refroidisseur d'huile de transmission, qui était rempli d'un liquide à l'odeur insupportable, semblable à du plastique à moitié brûlé. Après avoir retiré tout cela, le compartiment moteur est devenu relativement vide et propre. Soudain, alors qu'ils étaient en plein travail, ils ont reçu un appel mystérieux de l'ancien propriétaire, le propriétaire d'origine de cette voiture. Il leur a expliqué comment l'accident s'était produit en donnant tous les détails. Il roulait par une journée extrêmement froide et les pneus étaient complètement froids. Il a dû freiner brusquement parce que le véhicule devant lui s'est arrêté soudainement. La voiture a alors effectué plusieurs tours complets à 360 degrés sur l'autoroute, avant de percuter une barrière métallique sur le côté droit de la route, ce qui explique pourquoi les dégâts se concentrent sur la partie supérieure de la face avant. Le propriétaire est sorti indemne, ce qui est évidemment le plus important. Il avait investi dans cette voiture des modifications dont la valeur dépassait celle du véhicule lui-même, comme une suspension KW et des spacers SSR, afin d'obtenir un ajustement parfait des roues et des jantes. Il y avait également un système d'échappement complet avec des downpipes, ce qui explique pourquoi le son est aussi extrêmement élevé. La voiture comportait aussi de nombreuses pièces en fibre de carbone, comme les bas de caisse latéraux et le diffuseur arrière. Le plus important de tout cela, c'est que la voiture avait été préparée chez l'un des tuners les plus réputés au monde pour la M5, connu sous le nom de E-High. Elle développait une puissance supérieure à 800 chevaux en utilisant de l'essence mélangée à de l'éthanol. Le niveau de préparation était tel qu'elle crachait même des flammes par l'échappement. Au cours de la discussion, l'ancien propriétaire leur a expliqué que le cylindre numéro 5 présentait une légère rayure, ce qui signifie qu'il est nécessaire de corriger ce problème afin d'éviter que le moteur ne s'aggrave davantage, surtout avec un niveau de préparation aussi élevé. La solution idéale dans ce cas est l'installation de chemises de cylindre, sleeves. C'est un revêtement interne des cylindres utilisé lorsque la paroi originale du cylindre est usée, ce qui est exactement ce qui s'est produit ici. Cela implique évidemment de sortir complètement le moteur. Le projet est ainsi devenu beaucoup plus coûteux et bien plus complexe après la découverte des dégâts internes du moteur. Le prochain défi sera de trouver la solution adéquate pour réparer ce cylindre. Une fois le moteur retiré de son emplacement, toute l'attention s'est portée sur les dommages structurels à l'avant. Heureusement, BMW commercialise ces éléments séparément, contrairement aux voitures anciennes dont la structure était constituée d'une seule pièce. Cela facilite grandement le travail, puisqu'il est possible de découper la partie déformée et d'en souder une nouvelle à sa place. La première étape a consisté à retirer la matière d'étanchéité des soudures, celle qui protège les composants contre l'eau et la rouille. Ils ont d'abord utilisé une brosse métallique montée sur une perceuse afin de l'enlever.
Une fois cette couche retirée, les fixations BMW sont apparues. Ce sont des vis à usage unique. Ils les ont démontées à l'aide d'un marteau et d'un tournevis pour pouvoir extraire cette partie structurelle qui était maintenue par un mélange de vis, de soudure par points et de rivets. Le retrait de la colle structurelle présente à cet endroit a été extrêmement difficile, car elle est très résistante, presque comme une soudure à part entière. Après de nombreuses tentatives avec le marteau, des mouvements de pression et de rotation, et la recherche de vis cachées, ils ont finalement réussi à extraire la pièce endommagée. La nouvelle pièce de structure provenait d'une BMW 530i, ce qui est un point très positif, et montre que BMW utilise les mêmes composants sur plusieurs modèles, ce qui évidemment permet de réduire les coûts. Avant le montage, ils ont nettoyé la surface puis l'ont peinte en noir. Ils ont ensuite utilisé une colle structurelle appelée Panbond pour fixer la nouvelle pièce. Il fallait agir rapidement car cette colle durcit en seulement 60 minutes. Après cela, ils ont installé les rivets à leur emplacement afin de maintenir parfaitement la pièce en position jusqu'au durcissement complet de la colle. C'était d'ailleurs la première fois qu'ils utilisaient cette machine. Une fois l'installation terminée, ils ont effectué une mesure rapide et le résultat a montré que les dimensions étaient réglées au millimètre près. Le jour suivant, ils ont réalisé des soudures par points à 2 endroits supérieurs afin de renforcer encore davantage la fixation. Ils ont utilisé ici, pour la première fois, une machine de soudage MIG au gaz. Même si l'aspect des soudures n'était pas très esthétique, elles ont largement rempli leur rôle, d'autant plus qu'elles allaient être recouvertes d'une couche d'étanchéité. Après le ponçage et le nettoyage de la zone soudée, ils ont appliqué une épaisse couche de produit d'étanchéité pour soudure afin de protéger le métal contre la corrosion. L'aspect final de cette couche d'isolation n'était pas très joli honnêtement, mais l'essentiel est qu'elle a bien séché et est devenue dure comme de la pierre, ce qui était exactement l'objectif. Ils ont ainsi réussi leur première opération de réparation structurelle. Ils sont ensuite passés à la phase la plus difficile, à savoir la réparation du moteur lui-même. Il a fallu démonter la boîte de vitesse, qui est particulièrement massive, afin de pouvoir intervenir sur le moteur. La première chose qu'ils ont faite a été de placer un support en bois sous la boîte, par crainte qu'elle ne tombe une fois desserrée. Ils ont ensuite déposé les boulons de l'échappement pour se donner un peu plus d'espace, puis ont retiré tous les boulons qui relient la boîte de vitesse au moteur. Ils ont également démonté le cardan de transmission menant aux arbres de roue avant. Après un effort considérable et un espace très réduit, ils ont finalement réussi à repousser la boîte de vitesse et à la sortir. Afin de gagner du temps, ils ont décidé de sortir le moteur par le sous-châssis, c'est-à-dire la structure avant qui supporte le moteur et la suspension, plutôt que de retirer les arbres de transmission du différentiel avant, comme cela se fait habituellement. Ils ont démonté de nombreux éléments de la suspension et ont sorti le moteur complet avec les essieux encore attachés en utilisant un treuil pour le soulever hors du sous-châssis. Une fois le sous-châssis retiré, ils l'ont réinstallé dans la voiture afin de pouvoir la déplacer. Cette opération s'est faite à l'aide de 6 boulons en dessous et de 4 boulons au-dessus. À ce stade, la voiture est redevenue mobile et ils pouvaient la sortir de l'atelier puis la faire rentrer à nouveau normalement. La mission principale suivante était l'installation des nouveaux airbags. Et là, ils ont vraiment eu de la chance. Seuls 3 airbags s'étaient déclenchés. L'airbag du volant, l'airbag de genou et les rideaux latéraux. L'airbag du passager, intégré au tableau de bord, ne s'était pas déclenché. Comme je te l'ai expliqué, s'il avait explosé, ils auraient dû remplacer tout le tableau de bord, ce qui aurait rendu l'opération beaucoup plus complexe et coûteuse. La ceinture de sécurité du conducteur était également endommagée et devait être démontée puis envoyée à un spécialiste pour être remise en état. L'airbag du volant est très cher. Il coûte environ 1 400 $ chez BMW ou environ 800 $ s'il provient d'une autre source, mais avec une fiabilité moins garantie. Son démontage est très simple. Il suffit d'une petite ouverture dans laquelle on insère un tournevis, on exerce une légère pression et il sort immédiatement. Ils ont installé le nouvel airbag et cela a été l'opération la plus rapide et la plus facile qu'ils aient réalisée jusqu'à présent sur toute la voiture. L'airbag de genou est situé en bas. Pour le retirer, il suffit de défaire 2 clips rotatifs et une vis de chaque côté, puis l'airbag descend normalement. Son retrait est également simple et facile.
L'airbag rideau, en revanche, est le plus difficile de tous. Il est maintenu en place par des clips métalliques conçus de la pire manière possible. Pratiquement, la seule façon de le démonter a été d'user de force en déformant les clips avec un tournevis pour pouvoir les extraire, tant l'opération a nécessité de violence. Ainsi, ces clips métalliques ont été retirés et ne pouvaient pas être réutilisés. Cette étape a demandé beaucoup d'efforts et malheureusement, 2 clips se sont cassés pendant le démontage. Ils ont donc dû commander 2 nouveaux clips. Heureusement, l'installation des airbags s'est révélée beaucoup plus facile que leur démontage. L'airbag de genou a été installé et connecté immédiatement à sa place, tandis que les clips de l'airbag rideau se sont insérés facilement dans leur emplacement. Ils ont pu terminer l'installation en quelques minutes et la voiture a commencé à se reconstituer pièce par pièce. Cependant, il restait une étape cruciale, le moteur. Il était posé sur une table de travail dans l'atelier en attente de l'avis d'un expert qui allait leur indiquer s'il fallait le réparer pour 100 000 $ ou s'il pouvait être remonté directement. Tout ce qu'ils souhaitaient à ce moment-là, c'était que le moteur se remonte aussi facilement qu'il avait été sorti. Étant donné que le moteur était très lourd, ils ont fixé la table mobile sur laquelle il reposait à une Mazda 6 avec des chaînes et l'ont avancé légèrement pour pouvoir travailler dessus. Certaines pièces étaient cassées ou endommagées. La première chose qu'ils ont faite a été de monter un couvercle de bouchon d'huile d'occasion, coûtant 30 $ au lieu de 100 $ chez BMW. Ensuite, ils ont remplacé le tuyau d'air endommagé qui présentait une grande ouverture, ainsi que l'intercouleur cassé du côté de l'impact. Ils l'ont acheté sur eBay et son installation a été simple, nécessitant uniquement quelques vis et clips. Ils ont rencontré un problème. Les clips qui maintenaient le capteur d'arbre à cames étaient cassés du côté du cylindre. Remplacer ce couvercle aurait été très coûteux. Ils ont donc opté pour une solution temporaire. Ils ont collé le capteur à sa place avec une substance appelée GB Weld, une colle très résistante. Ils ont également remplacé la base moteur endommagée par une neuve et souple afin d'absorber les vibrations. Cette étape a été très facile car le moteur était déjà hors de la voiture. Ainsi, ils ont terminé les travaux sur le moteur. Lorsque le moteur est arrivé, on aurait pu s'attendre à ce qu'il nécessite beaucoup de travail complexe. Mais en réalité, tout s'est déroulé beaucoup plus facilement et ils ont pu le terminer rapidement. Il était maintenant temps de monter la boîte de vitesse dans le sous-châssis. Ils ont d'abord installé tous les éléments de transmission dans la voiture, puis ils ont fixé la boîte de vitesse sur le moteur. Une opération qui semblait simple sur le papier, mais extrêmement difficile à exécuter. Le disque d'embrayage devait s'aligner parfaitement avec le moteur car un décalage d'1 seul degré empêchait complètement l'installation. Ils ont passé des heures à essayer de l'installer, mais rien n'y faisait. Ils ont finalement demandé l'aide d'un spécialiste possédant un atelier BMW qui a levé légèrement la boîte de vitesse et l'a mise parfaitement à plat avec le moteur. En quelques secondes, la boîte de vitesse a été installée correctement et les vis ont pu être serrées. Ils ont ensuite préparé le moteur et la boîte de vitesse, prêts à être remontés sur le sous-châssis de la voiture. L'opération de remontage du moteur nécessitait une précision extrême afin que les pièces ne heurtent aucune partie de la structure. Une fois le moteur installé, ils sont arrivés à la phase finale, mais ont entendu un bruit de choc. Ils ont alors découvert qu'une biellette métallique était cassée sur le devant du moteur. Cette biellette est liée au système Valvetronic qui contrôle l'arbre à cames. Si ce système ne fonctionne pas correctement, les soupapes peuvent entrer en collision avec les pistons, risquant de détruire complètement le moteur. Ils ont découvert que pour remplacer cette biellette cassée, il fallait retirer complètement le moteur de la voiture, ce qu'ils ont effectivement fait, même après l'avoir déjà remonté et préparé pour le démarrage. Le problème vient du fait que l'emplacement du capteur servo du Valvetronic est très mal positionné et il n'existe vraiment aucune solution sauf à sortir le moteur entièrement. Ce capteur est extrêmement important car il règle le calage des soupapes et il fallait donc intervenir avant tout démarrage. Maintenant qu'ils avaient déjà retiré le moteur, cette étape n'était plus difficile. La véritable difficulté allait être de reconnecter tous les éléments une fois le moteur fixé. Ils ont fixé le sous-châssis avec les 3 grosses vis de chaque côté, puis ont remis tous les éléments de suspension à leur place pour que la voiture puisse être déplacée et sortie de l'atelier. Ils ont rencontré quelques difficultés pour installer le bras de contrôle supérieur, car il fallait plier légèrement le métal pour qu'il s'insère correctement. Ils ont dû appliquer un peu de force tout en prenant soin de ne pas endommager les pièces. Après avoir fixé les amortisseurs, ils sont passés à la boîte de vitesse,
Puis, on repoussait la voiture à l'extérieur pour qu'elle puisse attendre les pièces de rechange qu'ils avaient commandées. Après environ une semaine, les pièces sont enfin arrivées. Il s'agissait de pièces en plastique et en métal classique, mais très coûteuses, ce qui a fait augmenter le budget du projet au-delà de ce qu'ils avaient prévu. La vue de toutes ces pièces leur a causé un stress énorme, surtout avec tous les tuyaux d'eau, de carburant et autres. Ils ont commencé par les tuyaux de carburant, qui étaient les plus difficiles. À chaque manipulation d'un tuyau ou d'un câble, ils découvraient de nouvelles dégradations, des faisceaux électriques corrodés, des clips cassés, des raccords brisés et des tuyaux endommagés. C'est pour cela que les voitures accidentées sont souvent abandonnées, car le coût de réparation dépasse leur valeur initiale. Les compagnies d'assurance les considèrent comme totalement détruites et elles ne veulent pas payer pour les réparer. Cependant, certaines personnes les réparent hors assurance et cela fonctionne très bien, comme le montrent toutes les vidéos de cette chaîne. Pour réparer le faisceau derrière l'intercooler, ils ont dû retirer ce dernier de son emplacement. Ils ont trouvé de nombreux fils coupés et endommagés. Pour reconnecter ces fils, ils ont utilisé des connecteurs spéciaux. Ce sont des tubes en plastique contenant un fil métallique à l'intérieur qui sont pressés à chaud pour assurer une connexion solide et sécurisée entre les fils. Ils ont rencontré un problème pour connecter un nouveau capteur de pompe à eau. Le capteur qu'ils avaient acheté sur eBay n'était pas exactement prévu pour cette voiture et les couleurs des fils ne correspondaient pas. Les fils d'origine étaient rouges et blancs, tandis que le nouveau capteur avait des fils rouges, blancs et orange. Ils ont pris un risque calculé, ils ont connecté le fil rouge au fil orange et le fil blanc au fil rouge. La probabilité de succès était d'environ 50% et ils savaient que si cela échouait, la voiture entière aurait pu être endommagée. En plus de cela, ils ont découvert qu'ils avaient mal installé l'intercooler la première fois, oubliant un clip appelé hose clamp, ce qui les a obligés à le retirer à nouveau. Une fois cela terminé, ils ont commencé à réinstaller le labyrinthe de tuyaux du système de refroidissement de la M5, ce qui est littéralement un cauchemar, environ 30 tuyaux, 4 pompes et 4 radiateurs. Il est presque impossible de trouver un schéma exact d'installation, à cause des petites modifications apportées par BMW. Après avoir été bloqués et ne sachant pas comment connecter un tuyau en particulier, ils ont regardé des vidéos comparatives et ont constaté que le nouveau tuyau était différent de l'ancien, qui était presque écrasé. Après plusieurs tentatives, ils ont découpé un morceau de l'ancien tuyau cassé et l'ont inséré dans le nouveau tuyau afin qu'il s'ajuste correctement et soit fonctionnel. Ils ont découvert qu'un trou dans le nouveau radiateur, qui était censé être obturé, ne l'était pas, et cela n'était pas fourni avec le radiateur. Ils se sont rendus compte de ce problème après plusieurs heures de manipulation, ce qui expliquait pourquoi le circuit ne pouvait pas se fermer correctement. Il a donc fallu retirer le couvercle, un autre tuyau et le capteur pour corriger la situation. Ils ont ensuite commencé à organiser le faisceau électrique et à fixer les unités de contrôle électronique, ECU, en procédant de chaque côté du moteur. Ces connexions doivent être installées correctement, sinon elles ne fonctionnent pas. Le bon ordre d'installation est crucial, et à ce stade, tous les éléments étaient presque connectés à leur place, avec les fils bien organisés, ce qui constituait la partie la plus difficile. Il ne restait plus qu'à attendre la dernière livraison de pièces avant de tester le démarrage de la voiture. La première fois qu'ils ont essayé, ils ont découvert qu'un connecteur important avait été oublié. Le problème était que l'accès à ce connecteur était très difficile. Ils ont donc dû retirer une autre unité ECU pour pouvoir l'atteindre et le brancher correctement. De plus, un faisceau de câble était usé, et comme le technicien n'était pas un expert en électricité, il a dû reconnecter les fils coupés en se basant sur les couleurs, en utilisant des gaines thermorétractables, heat shrink, pour sécuriser le travail. Ce n'était pas la solution idéale, mais au final, le système pouvait fonctionner normalement. Enfin, ils ont trouvé une petite partie en aluminium endommagée qu'ils ont renforcée avec un produit de restauration pour aluminium, afin de la solidifier. Après avoir installé les radiateurs latéraux, ils ont commencé à assembler les radiateurs principaux, comme le radiateur central, le condenseur de climatisation et le refroidisseur d'huile de la boîte de vitesse. Ils ont utilisé des pièces d'occasion, assez usées et abîmées, car des pièces neuves auraient coûté très cher, parfois jusqu'à 700 $ chacune. Ils ont découvert qu'il existait 2 versions du système de refroidissement sur la M5 et que les nouvelles pièces ne s'ajustaient pas exactement comme celles qu'ils avaient.
Ils ont également constaté qu'il manquait un caoutchouc de fixation pour le radiateur, essentiel pour réduire les vibrations, et ont donc dû en commander un d'occasion pour une DMW série, puisque c'était le même modèle de pièce. Avant de vidanger l'huile, ils étaient inquiets de ne pas connaître la quantité restante, et surtout de trouver des copeaux métalliques, ce qui indiquerait des dégâts internes au moteur ou de l'usure. Heureusement, l'huile usée était propre, sans trace de métal. Ils ont ensuite vidangé l'huile moteur et la boîte, et rempli la boîte de vitesse avec une pompe manuelle. Le moteur a été rempli avec de l'huile 5W30, conformément aux recommandations BMW pour ce modèle. Ils ont ensuite installé le ventilateur électrique et les derniers tuyaux, en étant très prudents, car une erreur dans le branchement des tuyaux pourrait endommager tout le système de refroidissement, voire provoquer une surpression pouvant endommager le moteur. Enfin, ils ont découvert que la dernière pièce manquante était un capteur dans le radiateur. Comme ils ne pouvaient pas l'obtenir le jour même, ils ont obstrué temporairement l'ouverture et décidé de le chercher plus tard. Ils ont connecté la batterie, mais elle était complètement déchargée, donc ils ont utilisé 2 chargeurs pour la remettre en état. Lorsque le moteur a finalement tourné, le son était impressionnant, amplifié par le fait que certains capteurs n'étaient pas encore connectés. Turn it off! It runs! Oh my God! Ils ont ensuite branché l'outil de diagnostic et la surprise a été de constater 31 codes d'erreur uniquement dans le Body Domain Controller. Il y avait de nombreux codes, dont certains très sérieux. Un code indiquant que la batterie était morte, l'un des codes les plus critiques. Un autre code signalait qu'aucun signal n'était reçu du capteur de couple du démarreur, ce qui est très grave car cela concerne le fonctionnement même du moteur. Un deuxième code indiquait aucun signal de gestion de la température moteur. Le plus important, c'est que malgré tous ces codes, la voiture a démarré, ce qui constitue déjà un énorme succès, surtout compte tenu de son état initial. Il reste encore beaucoup de travail pour résoudre tous ces codes, installer les intake et échappements, intercouleur et échappement, et vérifier à plusieurs reprises que le moteur fonctionne parfaitement. On va s'arrêter là pour cette étape. N'oubliez pas de nous dire dans les commentaires quelle voiture vous aimeriez voir réparée et quelle a été, selon vous, la phase la plus difficile de ce projet de restauration. Voilà, à la prochaine.